Bien. Alors, mesdames, messieurs, soyez de nouveau, de rechef et da capo, les bienvenus. J'avais annoncé ce matin un après-midi franco-italo-helvétique consacré à l'un des textes les plus remarquables du Moyen-Âge, le De Signis de Roger Bacon, un des esprits les plus originaux du Moyen-Âge. Pour nous parler de ce texte, 3 personnes vont intervenir. Franco-italo-helvétique, donc commençons par la France. Madame Irène Rosier-Catache, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'École pratique des hautes études, 5e section. Elle est la spécialiste de l'histoire de la philosophie du langage et de la sémantique, de la pragmatique aussi, et de bien d'autres choses. Elle est aussi l'auteur de 2 grands livres et d'un 3e, plus récent, qui est aussi un grand livre, La parole efficace, La parole comme acte, et last but not least, la traduction et le commentaire du texte de Dante Alighieri, de l'éloquence, donc en langue vulgaire. Je passe sur un certain nombre d'ouvrages qu'elle a édités. Nous aurons donc franco-italo, donc pour l'Italie, Costantino Marmo, qui est là-bas, professeur de sémiotique générale et d'histoire de la sémiotique à l'Université de Bologne, qui a fait sa thèse sur la sémiotique des Magistrae sous la direction d'Umberto Eco, sauf erreur, et thèse qu'il a publiée en 1999 sous le titre de Semiotica e linguaggio nella scolastica. Il est auteur d'un certain nombre d'autres livres en italien ou en anglais. Et enfin, maintenant, au centre, un trait d'union entre la France et l'Italie, la Suisse, représentée par Laurent Cesali, actuellement chargé de recherche au CNRS à l'Université de Lille, qui est aussi un spécialiste de philosophie du langage, prise au sens large, et d'histoire de l'ontologie médiévale. Il a publié un livre très important sur le réalisme propositionnel en 2007, et à l'heure actuelle, il est aussi particulièrement investi dans la recherche sur la philosophie autrichienne du XIXe siècle et de la fin du XIXe siècle, l'école de Brentano, qui comportait un grand philosophe suisse, Anton Marti. Je laisse la parole à ce trio, cette triplette, cette triade, ce ternaire. Les mots me manquent et je les remercie d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Eh bien, écoute, c'est nous qui te remercions parce que le De Signis de Roger... Ça marche ? Le De Signis de Roger Bacon est une vieille histoire, une histoire d'amitié, une longue histoire d'amitié entre les participants à cette journée et quelques autres, puisque ça nous vieillira un peu, mais nous avons écrit notre premier article sur Roger Bacon ensemble, l'intention de signifier et engendrement du discours, en 1986. Donc ça fait quand même un certain temps. Et parmi d'autres épisodes mémorables, je voudrais quand même rappeler une journée mémorable, elle aussi, en 1992, où nous décidions d'affronter le redoutable premier paragraphe du De Signis avec un certain nombre d'amis à l'École pratique des hautes études, et nous sommes arrivés à la bibliothèque qui était en feu, et nous avons dû partir en courant, nous réfugier au sous-sol de Chevrin pour continuer cette discussion avec la plus grande énergie. Et donc, voilà, coucou, nous revoilà, non sans avoir repéré où était l'extincteur le plus proche, à récidiver cet après-midi autour de Roger Bacon et du De Signis, ou plus exactement en le prenant par un certain angle qui finalement est un angle qui va permettre peut-être de le revoir sous un autre jour, qui est la question de la relation, et nous y reviendrons avec Frédéric Goubier en 4e, bientôt dans un colloque à Cambridge. Donc voilà, cet après-midi autour de la théorie de la relation et autour du De Signis. Donc, il est signum est in predicamento relationis, qui est la phrase d'ouverture du fameux De Signis. Donc De Signis, je ne reviens pas sur l'historique, écrit en 1268 par Roger Bacon,
et surtout une œuvre incomplète dont on a perdu la deuxième partie qui était destinée à l'application des signes à la théologie. Il ne faut jamais oublier ça, logique et théologie, on l'a déjà vu ce matin, sont liées. Donc les réflexions sémantiques sont autour, dans la tradition artienne médiévale, autour du fameux triangle sémiotique, qui ne veut pas dire grand-chose tel quel, mais qui est juste un espèce de point d'ancrage, peut-être ce qui est le plus connu, et qui n'est peut-être pas toujours ce qui permet justement d'envisager la question de la nature relationnelle du signe. On assiste même au XIIIe siècle à un redoublement du triangle sémiotique avec la deuxième triade, modi intelligendi, modi significandi, modi essendi, je laisse de côté. Ce cadre aristotélicien était le cadre majoritaire à la faculté des arts. Il a suscité des réflexions et des développements d'une grande richesse tout au long du Moyen-Âge. Sur les trois angles du triangle, donc sur l'angle linguistique, sur l'angle noétique, sous l'angle ontologique. Mais celles qui ont abordé de façon le plus centrale la question de la nature relationnelle du signe ont été largement inspirées par les textes d'Augustin, qui ont été peu connus des Arciens, du moins jusqu'à la fin du XIIIe siècle, et qui ont été abondamment discutés par les théologiens en particulier, mais pas uniquement, dans le cadre de la théologie sacramentelle. Le point de départ est très simplement la définition du signe donnée par Augustin dans le De Doctrina Christiana. Le signe est une chose qui, au-delà de l'impression qu'elle offre au sens, fait venir à partir de ce qu'elle est quelque chose d'autre à la connaissance, qui fait écho à une autre définition du Dialectica, mais qui circule moins. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de choisir, d'organiser les conférences de cet après-midi autour de la phrase d'ouverture du De Signis, comme je l'ai déjà dit, Signum est in predicamento relationis, pour en explorer toutes les implications théoriques, pour explorer toutes les implications théoriques d'une définition relationnelle et même doublement relationnelle du signe, à la fois dans la sémiotique de Bacon en elle-même et en la mettant en perspective avec des questions traitées dans des corpus de nature différente d'une part et chronologiquement antérieurs, contemporains ou postérieurs de l'autre. Donc nous allons commencer par exposer l'analyse de cette théorie relationnelle du signe, et vous pouvez suivre les textes, on les a mis là pour que vous les ayez tous sous les yeux, les trois textes dont on va parler, donc le paragraphe 1, le paragraphe 122 et le paragraphe 146. Donc c'est Laurent qui va enchaîner sur ça. Oui, absolument. Oui, alors l'historique à peine retracé par Irène du mythe ou de la bonne blague qui était devenue l'annonce de la traduction française du De Signis par le quatuor Billard, Cesalli, Delibera, Rosier-Catache, cet historique pour le moins tortueux montre qu'il peut s'avérer productif de laisser reposer une petite quinzaine d'années un texte avant d'y revenir avec un regard sinon frais, du moins enrichi par le simple écoulement du temps ou les quelques travaux accomplis dans l'intervalle. Dans les quelques minutes qui viennent, je vais résumer l'essentiel de ce que nous considérons, après mûre réflexion, comme la clé de lecture non seulement du terrible premier paragraphe du De Signis, mais aussi et surtout de l'ensemble de l'œuvre de Bacon et de sa sémantique assez complexe développée dans ce texte. C'est ce qu'Irène va montrer, ou commencer à montrer, dès que je lui aurai rendu la parole. Il s'agit certes d'une hypothèse de lecture qui demande à être testée et discutée, c'est ce que nous ferons aujourd'hui, j'espère, et continuerons à faire à Cambridge dans un mois, avec Constantino et Frédéric Goubier, qui n'a pas pu se joindre avec nous aujourd'hui. Cela dit, ce que nous proposons n'est peut-être pas le fin mot de l'histoire, mais il s'agit certainement de notre dernière hypothèse avant la publication de la traduction française, qui, cette fois, c'est vrai, est imminente. Le premier paragraphe du De Signis présente une vertigineuse série de difficultés. Il ne peut être question ici de les aborder toutes, mais il faut néanmoins prendre le temps de lire intégralement ce premier paragraphe, puisque, comme l'indique sa position dans l'économie spatiale du traité, tout commence là. Lisons donc ce passage capital, ce paragraphe capital, puis voyons quelles sont les difficultés qu'il contient et quels sont les éléments qui nous ont mis
sur la voie de l'hypothèse que nous aimerions vous présenter aujourd'hui. Est-ce qu'on a le texte du premier paragraphe ? En fait, il n'est pas sur le... Alors, vous avez sur votre handout, sur votre exemplier, le texte du premier paragraphe, je le lis. Le signe est dans la catégorie de la relation et il est dit essentiellement par rapport à ce pourquoi il signifie. Puisqu'un signe pose cela en acte lorsqu'il est lui-même en acte et en puissance lorsqu'il est lui-même en puissance. Car à moins que quelqu'un ne puisse concevoir par un signe, celui-ci serait inutile et vain, bien plus, il ne serait pas un signe, mais demeurerait signe seulement selon sa substance de signe, et ne serait pas dans son essence de signe, de même que la substance du Père demeure lorsque le Fils est mort, mais non la relation de paternité. Et même si un son vocal, un cercle de vin ou quoi que ce soit d'autre a été imposé en acte à quelque chose et institué pour cela, de manière à pouvoir le représenter et le signifier pour autrui, cependant, s'il n'existe pas en acte ce pourquoi ce signe signifierait, il ne sera pas un signe en acte, mais un signe en puissance seulement. C'est une chose en effet que d'être imposé en acte afin de signifier pour tous ceux pour qui cela est possible, c'en est une autre que d'être un signe en acte. Ce verbe « signifier » regarde principalement et plus essentiellement ce pourquoi quelque chose est acquis, à savoir quelque chose signifié par le datif plutôt que par l'accusatif. Et pour cette raison, ce n'est que par accident qu'un signe renvoie à la chose qu'il doit signifier, comme l'objet de connaissance ne renvoie à la connaissance que par accident. On ne peut en effet inférer « un signe est en acte, donc la chose signifiée existe », car les non-étants peuvent être signifiés par des mots comme les étants, à moins de vouloir dire que l'être qui est nécessairement requis pour un signifié n'est que dans l'intellect et l'imagination. Ce paragraphe a fait couler peut-être autant d'encre que de sueur. Et donc maintenant, je vais me lancer dans une sorte d'analyse de son contenu, une analyse qui sera relationnelle elle-même, puisque, comme vous allez le voir, je vais mettre en relation ce paragraphe 1 avec deux autres passages clés du traité. Tout signe, nous dit Bacon, est pris dans une double relation. Appelons R1 la relation qui va du signe à ce pourquoi il signifie. On pourrait tout aussi bien, en reprenant les termes de Bacon, parler de relation exprimée par le datif, par opposition à la relation exprimée par l'accusatif. Cette première relation, R1, est donc quelque chose comme la relation du signe à un interprète ou à un récepteur. Il y a une deuxième relation, une seconde relation, appelons-la R2, c'est celle qui va du signe à ce qu'il signifie. Il s'agit donc de la relation du signe à son signifié. R1 et R2 ne sont pas sur un pied d'égalité. En effet, et comme Bacon le précise d'entrée de jeu, R1 est plus essentiel que R2, en un sens qu'il faudra encore préciser. Notez bien l'implicature, que R1 soit plus essentiel que R2 ne veut pas dire que R2 n'est pas essentiel, mais seulement que R2 est moins essentiel que R1. J'y reviendrai. Afin de clarifier autant que faire se peut son propos, Bacon fait intervenir deux analogies dans ce premier paragraphe. La première analogie compare la relation allant du signe à un récepteur, notre relation R1, à la relation de paternité allant d'un père à son enfant. En d'autres termes, de même que la mort de l'enfant supprime la relation de paternité, l'absence d'interprète supprime R1 et par là même l'essence du signe, ce que Bacon appelle la ratio signi. Posons que Platon est le fils de Socrate. Socrate existe indépendamment de Platon, mais la relation de paternité reliant Socrate, le père, à Platon, le fils, n'existe que tant qu'existe Platon. Socrate préexiste et survit à Platon, non pas en tant que père, mais en tant que simple substance d'une éphémère ratio paternitatis. Seconde analogie. La seconde analogie compare la relation d'un signe à ce qu'il signifie, notre relation R2, à la relation existante entre le connaissable, scibile, et la science, scientia. Un signe, signum, renvoie à la chose qu'il doit ou est censé signifier, rem ou res quam habet significare, comme ce qui est connaissable, scibile,
renvoie à la science, scientia, c'est-à-dire par accident, per accidens. Tâchons d'expliciter le propos de Bacon. La relation entre ce qui est connaissable et la science est accidentelle. Autrement dit, il ne suit pas du fait qu'existe quelque chose de connaissable, qu'existe également une connaissance de cet objet. C'est plutôt la converse qui est vraie. Prenons le cas du système solaire et de l'astronomie. Il est manifeste que l'existence des planètes et de leurs mouvements n'implique pas l'existence de l'astronomie. En revanche, s'il existe une science des planètes et de leurs mouvements, alors les planètes et leurs mouvements doivent exister. Le versant scientifique de l'analogie mise en place par Bacon est donc clair. L'objet d'une science possible n'implique pas l'existence actuelle de cette science, mais l'existence actuelle de cette science implique celle de son objet. Qu'en est-il du versant sémantique de l'analogie ? Bacon dit ceci. À l'instar de la relation du connaissable à la science, la relation du signe à la chose qu'il doit signifier ou est censé signifier est accidentelle per accidens. Autrement dit, il ne suit pas de l'existence d'un signe qu'existe également son signifié. Résumons brièvement, le signe est pris dans une double relation, relation R1, relation R2, R1 étant plus essentiel que R2. Deux analogies sont mobilisées par Bacon pour expliquer ce qu'est un signe. L'analogie R1 comparée à pater ad filium et l'analogie R2 comparée à scibile ad scientiam. De prime abord, il semble ressortir de ce que dit Bacon dans le premier paragraphe, premièrement, que R1 est une relation essentielle pour le signe, de même que la perte de l'enfant détruit la paternité, la perte de l'interprète détruit la ratio signi. Et deuxièmement, que R2 est une relation accidentelle, de même qu'il peut exister un scibile sans scientia correspondante, un signe peut exister sans qu'existe la chose qu'il doit signifier, c'est-à-dire sans qu'existe son signifié. Jusque-là, tout va plus ou moins bien. Or, j'espère du moins. Or, la prise en compte de deux autres passages clés du De Signis, les paragraphes 122 et 146, que vous avez également sur votre exemplier, à la fois montre que cette lecture est erronée et mettent sur la voie de ce qui, à nos yeux, est l'interprétation correcte des propos de Bacon dans le premier paragraphe du De Signis. Lisons d'abord les textes, et d'abord le paragraphe 122. C'est une version tronquée du paragraphe 122 qui est assez long, mais l'essentiel est sur le texte que vous avez sous les yeux. Il s'agit d'une typologie des relatifs. Il y a certains relatifs que l'on appelle relatifs par soi, à savoir ceux qui présentent une certaine relation innée et sont le sujet d'une relation et non pas seulement son objet. Qu'ils soient relatifs par soi selon le premier mode de dire par soi, comme le Père, le Fils, lesquels sont dans la catégorie de la relation, ou qu'ils soient relatifs par soi selon le deuxième mode de dire par soi, comme la science. La science, ces relatifs qui, bien qu'ils se rapportent par soi à leur corrélatif, par une certaine relation qui leur est innée, ne sont pourtant pas dans la catégorie de la relation. Ces relatifs par soi, dis-je, posent en acte leur corrélatif, et lorsqu'ils sont en puissance, ils les signifient en puissance. Et lorsqu'ils sont dans le passé, ils les signifient dans le passé, comme on le voit dans les exemples suivants. Il y a un père, donc il y a un fils. Il y eut un père, donc il y eut un fils. Il y aura un père, donc il y aura un fils. Mais d'autres relatifs sont relatifs par accident. Ils n'ont pas de relation qui leur serait inhérente et par laquelle ils se rapporteraient à leur corrélatif, mais ils ne font que terminer la relation des autres corrélatifs, comme le connaissable, l'intelligible, l'enseignable, le mesuré, etc. Et ceux-là, bien qu'ils soient en acte, ne signifient pas pour autant que leurs corrélatifs sont en acte de manière déterminée, mais uniquement sous un rapport de disjonction, à savoir en puissance, ou en acte, ou dans le passé, ou selon l'aptitude, comme dans l'inférence suivante. Il y a quelque chose de connaissable, donc il en existe une connaissance, il en a existé une connaissance, ou il en existera une, ou encore, il est susceptible d'en exister une. Les deux cas mobilisés par Bacon pour les analogies mises en place dans le premier paragraphe, ceux de la paternité et de la science, apparaissent dans cette typologie des relatifs. Les trois termes qui nous intéressent ici
sont pater, ou filius, cela revient au même, scientia et scibile. Aussi bien le père, pater, que la science, scientia, sont des relatifs par soi, per se, dans la mesure où il s'agit de corrélatifs. Pas de père sans progéniture, pas de science sans connaissable. Ce qui distingue un relatif comme pater d'un relatif comme scientia est une certaine asymétrie. Alors que la corrélation prévalant entre un père et son enfant est double, pas de père sans enfant et pas d'enfant sans père, la corrélation caractérisant la science et le connaissable ne l'est pas. Il ne peut certes y avoir de science sans connaissable, mais précisément, il peut fort bien y avoir un connaissable sans science correspondante. Ce déséquilibre explique que Bacon situe un relatif comme pater dans la catégorie de la relation, c'est un relatif plein pot, si vous voulez, mais qu'il en exclut un relatif comme scientia, qui est certes un relatif, mais en un sens plus faible. Quant au connaissable, scibile, le troisième terme qui nous intéresse ici, et contrairement aux deux relatifs per se que sont pater et scientia, il s'agit d'un relatif par accident, puisqu'il n'est pas dans son essence d'être en relation avec quelque chose d'autre, et il n'est pas non plus dans son essence d'être effectivement connu, mais seulement de pouvoir l'être, comme son nom l'indique. Scibile exprime une possibilité et non pas une actualité. Le paragraphe 146, troisième texte que vous avez sur votre exemplier, reprend l'analogie de la relation de paternité, mais le fait d'une manière pour le moins désarçonnante. Je lis le paragraphe 146. Lorsqu'un extrême parmi des opposés relatifs est détruit, même si l'autre n'est pas détruit selon sa substance, la relation est néanmoins détruite. Ainsi, lorsque la substance de Socrate, qui fut le fils de Platon, est détruite, même si Platon vit, la paternité ne subsiste pas en Platon. Et il en va de même dans tous les cas. C'est pourquoi, une fois détruite la chose signifiée, voilà le point qui nous intéresse, c'est pourquoi une fois détruite la chose signifiée, même si la substance du son vocal subsiste, elle ne subsiste cependant pas en son essence de signe. Ce qui pose problème ici est le point suivant. D'une part, dans le même paragraphe 1, l'analogie de la relation de paternité est mobilisée pour expliquer R1, la relation du signe à l'interprète. De l'autre, dans le même paragraphe R1, l'analogie de la science est utilisée pour expliquer R2, la relation du signe à la chose signifiée. L'idée étant qu'il n'y a pas de signe sans interprète, mais qu'il peut fort bien y avoir un signe sans que la chose qu'il signifie existe. Or, dans ce paragraphe 146 que nous venons de lire, les choses se croisent, pour ainsi dire, puisque non seulement c'est l'analogie de la paternité qui illustre R2, mais encore, et par suite, la thèse du premier paragraphe concernant R2 semble fondamentalement remise en cause. En effet, le paragraphe 1 affirme à propos de R2 « On peut avoir un signe sans que son signifié existe, comme on peut avoir un connaissable sans science correspondante. » Or, le paragraphe 146 dit « On ne peut pas avoir un signe sans que son signifié existe, de même que la destruction du fils entraîne celle de la relation de paternité, ce qui, en bon français, s'appelle une contradiction. » Une application conséquente du principe de charité herméneutique, assortie d'une sérieuse dose de persévérance et peut-être d'une certaine témérité, nous a conduit à poser non seulement que Bacon ne se contredit pas, mais encore que la solution à ce problème apparent est aussi la clé de lecture du De Signis. Quelle est cette solution ? Repartons, si vous le voulez bien, de ce que dit Bacon de R1 dans le premier paragraphe, la relation du signe à l'interprète. R1 est plus essentiel, essentialius, que R2. Comme nous l'avons remarqué, cela n'exclut pas que R2 soit elle aussi essentielle. Simplement, R2 est moins essentiel que ne l'est R1. Et le paragraphe 146 ne dit pas autre chose. De fait, il ne peut y avoir de signe sans chose signifiée. De fait, s'il ne peut y avoir de signe sans chose signifiée, alors R2 est elle aussi essentielle au signe. Mais que faire alors de l'affirmation présente, comme nous l'avons vu dans le paragraphe 1, selon laquelle l'existence de la chose signifiée est accidentelle, c'est-à-dire non essentielle, pour le signe ?
La dernière phrase de ce terrible paragraphe 1, du terrible premier paragraphe, nous met sur la voie, et le paragraphe 122 donne les détails permettant d'articuler la solution. Ce qui est accidentel pour R2 n'est pas la relation à un signifié, mais la relation à un signifié existant. Ce n'est pas la relation à un signifié sans autre qualification, mais à un signifié qui est une chose qui existe. Pourquoi ? Parce qu'il ne saurait y avoir de signe sans signifié, certes, mais qu'un signifié peut parfaitement être une chose qui n'existe pas, un non-ens, comme le dit Bacon. La comparaison de R2 à la relation du connaissable à la science s'explique alors ainsi. De même que s'il existe un objet de connaissance, on peut inférer qu'il y aura ou qu'il y a eu une connaissance de cet objet, mais non pas qu'une connaissance actuelle de cet objet existe maintenant. De même, s'il existe un signe en acte, on peut inférer que la chose qu'il signifie a existé, existe, existera ou pourra exister, mais non pas que cette chose existe maintenant en acte. Le signe dans sa relation à l'existence actuelle du signifié, exactement comme le scibilé dans sa relation à la connaissance actuelle portant sur lui, sont des relatifs per accidens. En revanche, le signe dans sa relation à un interprète, R1, comme le signe dans sa relation à un signifié, R2, sont des relatifs per se. R1 et R2 sont toutes deux essentielles à l'être du signe, ou à sa ratio signi. Quant au caractère plus essentiel de R1, c'est l'expression systématique la plus dense de la sémantique baconienne, laquelle n'est pas une sémantique qui se réduit au rapport du signe à la chose signifiée, mais dépend fondamentalement de ce que veulent faire et donc veulent dire des locuteurs en parlant. Pour le dire encore autrement, et je termine avec cela, les articulations conceptuelles relativement subtiles à l'œuvre dans le De Signis ne sont que l'explicitation philosophique d'un constat désarmant de simplicité. Rien ne peut être signe de quelque chose sans être toujours et en premier lieu signe pour quelqu'un. Je repasse la parole à Irène.